Chers auditeurs, nous abordons donc cette deuxième partie d'émission et je commencerai par une citation que je vous donne. Une citation, c'est l'extrait d'un discours. Voilà ce que dit cet extrait. Face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat possible. Ça, c'est l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui déclare ça lors d'un discours à Rennes le 23 avril 2002. Jacques Chirac illustre bien par sa déclaration la baisse du niveau intellectuel en France, plus particulièrement qui se traduit par la qualité du débat politique et culturel dans notre pays. En effet, le meilleur moyen d'éviter l'affrontement des idées, affrontement dont on n'est pas certain de sortir vainqueur et de discréditer ses interlocuteurs, justifiant ainsi le refus de tout débat, c'est de les accuser d'intolérance et de haine. C'est ainsi que dans notre pays, si réputé et si connu pour son art de la conversation, c'est ainsi qu'il a perdu sans doute cet art du débat, art remplacé par la tyrannie du politiquement correct. C'est le propos du nouvel ouvrage particulièrement clair et passionnant qu'est écrit André Perrin et qu'il a publié aux éditions de L'Artilleur, scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation, contre le débat. L'un des mérites de ce livre est de décrire les méthodes du débat contemporain, qui d'ailleurs n'en est souvent pas un, mais qui est plutôt une méthode pour pulvériser l'adversaire. Alors André Perrin, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes écrivain et philosophe. Vous avez enseigné la philosophie pendant de longues années dans l'enseignement supérieur et vous avez aussi été inspecteur d'académie. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages, j'en cite simplement quelques-uns. Ça montre aussi votre métier de pédagogue de la philosophie en quelque sorte. Je citerai la pratique de la dissertation et de l'explication de texte en philosophie. C'est publié aux éditions Ellipse en 2016. Lettre d'André Perrin à Pierre Manin sur la situation de la France, 16 avril 2016, aux éditions Mes Études. Vous êtes assez proche, je crois, de Pierre Manin. En tout cas, il intervient dans votre ouvrage, dont il dit grand bien. Vous savez aussi, vous intervenez, vous écrivez souvent dans Causeur aussi. J'ai écrit 3 articles dans Causeur. Bon, ça fait pas mal déjà 3, parce qu'il y a celui Éloge de Christiane Taubira, concise et flamboyante. Ça, c'est un article dans Causeur du 4 avril 2014. Et je citerai encore un autre ouvrage que vous avez publié aux éditions Ellipse de juin 2007, Pratique de la dissertation. Non, c'est le même. C'est le même. Il a été réédité. Il a été réédité. Il a été réédité un peu. Ah bah oui, en effet, excusez-moi. Oh là là. Bon, enfin, en tout cas, vous avez écrit de nombreux ouvrages, des articles et d'articles pédagogiques sur la philosophie. Alors, je vous poserai pour commencer, André Perrin, la question traditionnelle. Pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage, Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat aux éditions donc de L'Artilleur? Pourquoi cet ouvrage, André Perrin? Alors, à vrai dire, c'est un ouvrage qui n'était pas originellement destiné à en être un. Il est devenu, justement, comme je l'explique, je crois, dans ma préface, il est devenu grâce à l'amitié de Pierre Manin, dont vous parliez, et de Jean-Claude Michéa. Parce que tous les deux m'ont invité à réunir en un volume un certain nombre d'articles que j'avais écrits au fur et à mesure que l'actualité, disons, m'en fournissait la matière. Et bon, ils m'ont convaincu qu'il y avait de quoi, enfin qu'ils avaient suffisamment d'unité pour constituer les chapitres d'un livre. Voilà, et ça s'est fait de cette manière. Alors comment avez-vous procédé? Quel plan avez-vous suivi dans cet ouvrage?
Écoutez, à vrai dire, les textes qui sont réunis sont présentés dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Voilà. Le premier texte est consacré à l'affaire Guggenheim, qui a été un petit peu le déclencheur ou le point de départ, parce que j'ai vu dans cette affaire la conjonction de tous les éléments qui à mon sens, font obstacle au débat intellectuel et empoisonnent ce débat intellectuel. La disqualification de l'adversaire par les intentions qu'on lui prête, par les conséquences qu'on impute à ce qu'il va écrire, le fait de le critiquer, de le condamner sans l'avoir lu, etc. Vous voyez ? Et pour vous, André Perrin, qu'est-ce que c'est qu'un vrai débat, avant d'en arriver au débat contemporain dont vous critiquez en quelque sorte l'agressivité, ce n'est plus un vrai débat quand on. Pouvez-vous nous expliquer vous êtes professeur de philosophie, vous êtes un pédagogue de la philosophie, vous avez écrit des ouvrages, des articles en ce sens. Pouvez-vous nous expliquer pour vous ce que c'est qu'un vrai débat et les conditions d'un vrai débat? Oui. Alors justement, vous avez tout à l'heure dans votre présentation, en citant Jacques Chirac, parler à la fois de débat intellectuel et de débat politique. Or, je crois qu'il est très important de distinguer les deux. Mon livre porte, comme c'est indiqué, du moins, si l'on regarde à la fois le titre et le sous-titre, le titre c'est « Scène de la vie intellectuelle en France » et le sous-titre « L'intimidation contre le débat ». Ça signifie qu'il s'agit simplement du débat intellectuel et pas du tout du débat politique. Parce que, si vous voulez, la différence entre le débat intellectuel et le débat politique, disons pour résumer, en gros, que c'est la différence entre le domaine de la connaissance et celui de l'action. Et donc ces débats ne sont pas du tout de même nature. Le débat politique est inséparable du combat politique, dont il est l'expression et dont il est d'ailleurs la forme la plus naturelle dans une démocratie ou dans un état de droit, parce que on y combat par la parole et non pas par la violence physique. Mais il reste que cette parole est une parole agonistique. Elle est de l'ordre du combat puisque elle vise à vaincre l'adversaire, non pas tant à le convaincre, mais à le vaincre dans la lutte pour le pouvoir. Or, le débat intellectuel, ça n'est pas cela du tout. Le débat intellectuel n'oppose pas des adversaires, en principe, encore moins des ennemis. Il confronte des interlocuteurs qui vont ensemble essayer de cheminer vers la vérité, qui vont qui vont rechercher la vérité sous l'autorité de la seule raison, qui est commune à tous et qui est donc supposée être présente en chacun. Donc c'est un débat d'abord qui présuppose une égalité fondamentale, et puis il présuppose aussi qu'on admette par principe que l'autre puisse avoir raison, puisque c'est un débat entre des êtres de raison, et que la raison est présente en chacun, et que donc que l'autre peut avoir vu des choses que nous pourrions voir, mais qui nous échappent momentanément. Alors, si vous voulez, donc ce débat doit être régi en ce sens par ce qu'on appelle depuis Quine le principe de charité. C'est ça le principe de charité. C'est un principe qui a une origine ethnologique. Les ethnologues, vous savez que la première ethnologie, celle au XIXe siècle de Lévi-Brul, avait formé la catégorie de mentalité prélogique pour parler des hommes des sociétés archaïques, qu'on appelait primitives, si vous voulez. Et parce qu'on ne comprenait pas certains comportements qui paraissaient aberrants par rapport à nos catégories logiques. Et l'ethnologie contemporaine, celle du XXe siècle, nous a appris à rechercher derrière les comportements les plus aberrants la rationalité. Eh bien, si vous voulez, il s'agit de transposer en quelque sorte ce principe et de l'appliquer non pas simplement aux hommes des sociétés primitives, mais à nos propres contemporains, en admettant cette fois qu'ils puissent avoir des raisons de dire ce qu'ils disent et rechercher quelles sont ces raisons.
Quand on fait de la philosophie, quand on explique un texte en philosophie, c'est exactement ce que l'on doit faire. Essayer d'entrer dans la logique de l'autre, de restituer l'ordre de ses raisons, de se mettre à sa place. Si vous voulez, lorsque j'explique un texte de saint Thomas, ou un texte de Bergson, ou un texte de Marx, eh bien, j'essaie en quelque sorte d'être saint Thomas, ou Bergson, ou Marx, expliquant son propre texte, d'entrer dans ses raisons, avant de le critiquer, et même à la place, si vous voulez. Or, dans le débat intellectuel tel qu'on l'observe, eh bien, c'est très difficile de trouver chez nos contemporains ce type de démarche. Ce qui est le plus fréquent consiste au contraire à s'intéresser aux raisons qu'on lui prête. Alors là, le terme de raison étant non pas, si vous voulez, le sens propre du terme, mais les causes qui le font agir, c'est-à-dire ses passions. On va donc rechercher quelles sont les motivations évidemment basses, évidemment sordides, qui ont pu le conduire à dire ce qu'il dit. Donc le considérer comme un être qui est avant tout un être de passion et non pas de raison. Alors c'est une manière bien sûr de le disqualifier. Vous savez, bon, alors ça, la disqualification par l'origine mauvaise, honteuse qui a produit un discours. Bon, vous vous souvenez de la fameuse injonction 68 arde, d'où parles-tu, camarade? Bon, voilà, c'est-à-dire ce que vous le dites parce que vous appartenez à telle classe sociale et que vous défendez vos intérêts de classe. Votre discours n'est que l'expression de vos intérêts de classe ou alors de vos passions égoïstes, de vos rancœurs, de vos ressentiments, etc. Oui. André Perrin, nous allons bien sûr venir à ce développement que vous faites vous dans votre ouvrage, Scène de la vie intellectuelle en France. Vous caractérisez en quelque sorte le débat contemporain. Vous allez le décrire et vous dites le débat contemporain, ce n'est pas du tout le débat raisonnable, le débat honnête, basé sur ce principe de charité, de se mettre à la place de l'auteur. Il n'y a pas cette bienveillance, il n'y a plus cette bienveillance a disparu. Ça c'est le débat contemporain, et dans votre ouvrage, tout l'intérêt, c'est que vous dites, voilà, le débat contemporain, voilà sa méthode, voilà sa manière, voilà ses manières, voilà ses leviers pour disqualifier l'interlocuteur et non plus l'écouter, non plus le comprendre, et puis essayer d'arriver à la vérité, ou bref. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que de quand date et quelles sont les raisons pour lesquelles le débat contemporain s'est éloigné des règles honnêtes du débat? Ça, c'est pour vous, quand voyez-vous ce changement, et quelles sont les raisons qui ont conduit à ce changement qui est important? Il suffit de lire votre ouvrage pour s'en convaincre. Que s'est-il passé? Surtout en France. En France, on a toujours aimé justement l'art de la discussion, la discussion raisonnable, l'échange d'idées, etc. Et maintenant, on est, comme vous le décrivez, dans l'invective. Oui. Alors oui, il y a des choses, bien sûr, tout ce que je décris, bien sûr, n'est pas nouveau. Bon, c'est quelque chose que l'on m'a objecté parfois. Il est vrai que si l'on regarde les débats, même au XVIIIe siècle, il est certain que, par exemple, Voltaire n'est pas toujours tendre avec Rousseau, il n'est pas toujours de bonne foi, etc. Bon, si je voulais remonter, si vous voulez vraiment à des débats qui seraient pour moi des modèles de débat intellectuel, je remonterais peut-être au Moyen-Âge, peut-être au XIIIe siècle, à la naissance de l'université au XIIIe siècle, à la scolastique, parce que là, vous savez, quand on lit saint Thomas, on a véritablement devant soi un véritable modèle d'abord un modèle de professeur, de pédagogue, et de quelqu'un qui s'adressait à des étudiants et qui avait à cœur de répondre absolument à toutes les questions et de absolument tout discuter.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque l'on parle de la scolastique dans des termes ironiques ou méprisants, c'est parce qu'on peut trouver, bien sûr, dans les articles de la Somme théologique, par exemple, toutes sortes de discussions qui peuvent nous sembler un petit peu futiles. Mais pour quelle raison ? Tout simplement parce que saint Thomas part des questions qui lui sont posées par ses étudiants dans les termes où ils sont posés, avec toute la naïveté que ça peut comporter. Ils le font en hommes de leur temps, avec leurs croyances, avec leurs représentations. Et chaque fois, saint Thomas donc prend ces questions et il essaie chaque fois d'élever le débat, mais toujours en respectant celui qui la pose et en essayant d'expliciter totalement les choses. Et vous aviez même d'ailleurs dans l'université médiévale des séances spéciales chaque année qu'on appelait quod libétique, ça veut dire librement tout ce que vous voulez. On était libre de poser n'importe quelle question et pas simplement celle qui était à l'ordre du jour et du cours, si vous voulez. Et donc évidemment, les étudiants ne se privaient pas de poser parfois des questions tout à fait farfelues. Les élèves ne sont jamais en peine de questions destinées à embarrasser le professeur. Et donc, le professeur, parce que c'était son éthique, s'astreignait à les prendre au sérieux et à répondre systématiquement. Vous voyez ? Bon, voilà. Donc, je crois qu'on peut trouver dans le passé et vous avez des discussions tout à fait sereines, si vous voulez, qui étaient celles des scolastiques entre eux. Alors, ensuite, si vous voulez, pour aller plus près de nous, certes, il y a eu de la violence dans les débats intellectuels. Au XXe siècle, c'est évident. Si l'on songe, par exemple, au débat entre Sartre et Camus, entre Sartre et les communistes, bien évidemment, vous vous souvenez de cette époque où l'on se traitait où Sartre se faisait traiter de hyène dactylographe par des communistes, ou d'autres de vipères lubriques, etc. Oui, la violence a toujours existé. Alors, il y a quelque chose quand même qui est plus nouveau et qui traduit, à mon sens, une très forte dégradation du débat intellectuel, du débat entre intellectuels, c'est la pratique des pétitions qui visent à dénoncer et à abattre, c'est-à-dire à priver quelqu'un de sa chaire universitaire, à le priver de l'émission qu'il produit à la radio, etc. Parce que ça, les intellectuels ne l'ont pas toujours fait. Les pétitions que l'on voit apparaître, on les voit apparaître à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Mais justement, à cette époque, on pétitionne pour défendre des innocents, comme le capitaine Dreyfus, ou des gens au début du XXe siècle que l'on croit à tort ou à raison innocents, comme Sacco et Vanzetti, comme les époux Rosenberg, etc., ou même des gens qui ne sont pas forcément innocents, qui peuvent être coupables, mais pour lesquels on réclame l'indulgence. Je songe à la libération, au moment de l'épuration, aux pétitions que François Mauriac et quelques autres ont fait circuler pour essayer de sauver Brasillac ou tel autre collaborateur. Mais alors aujourd'hui, en revanche, on a depuis une quinzaine d'années une floraison de pétitions qui sont destinées à abattre. Mais André Perrin, en effet, vous faites ce constat et votre livre, à cet égard, est édifiant. Vous qualifiez cela d'ailleurs de politisation du débat intellectuel. Vous venez de dire que votre propos qualifie votre propos, c'est le débat intellectuel, ce n'est pas le débat politique. On peut d'ailleurs se demander si vous parlez de la dégradation du débat intellectuel, on peut se demander si on n'a pas le même phénomène parallèlement sur le débat politique. Et vous dites que l'origine de cela, c'est la politisation du débat intellectuel. Voilà. Mais ça vient d'où, André Perrin? Cela vient d'où? Pourquoi, il y a 40, 50 ans, on a commencé à aller dans cette direction? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est un changement de mentalité? Quelle est l'origine de cela? C'est un appauvrissement intellectuel. Il est plus facile de détruire, de pulvériser son adversaire que plutôt de rentrer dans le débat de ses idées propres, sur ses idées propres. C'est quoi? C'est la baisse du niveau intellectuel? C'est la paresse? C'est quoi la raison? Écoutez, il y a peut-être un peu de tout cela. Vous me posez une question qui est extrêmement difficile. Je suis désolé. qui est extrêmement difficile, à vrai dire. Moi, je peux surtout constater ce qui se passe, constater cette dégradation.
ce que cela traduit, c'est certainement une peur du débat. Chercher à disqualifier l'autre, c'est éviter le débat. Je montre effectivement dans mon livre, à propos de toutes sortes de choses, qu'il y a des techniques qui visent à éviter le débat. Par exemple, à propos de la théorie du genre, l'argument qui a été utilisé, ressassé à l'envi, c'est ça n'existe pas. Il n'y a pas de théorie du genre. Bon, par conséquent, à partir de là, circuler, il n'y a rien à voir, si vous voulez. Si la théorie n'existe pas, il n'y a même pas à débattre, voyez. Ou alors, dans un débat proche, si vous voulez, celui qui concernait le mariage entre personnes de même sexe, on peut avoir des raisons d'être favorable ou défavorable, mais à partir du moment où on vous dit d'emblée, si vous êtes contre, vous êtes homophobe, il n'y a plus, et l'homophobie est un délit. Mais alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à traduire devant les tribunaux tous les citoyens qui, alors qu'on leur demande leur avis, donnent un avis qui n'est pas celui qui est attendu. Ce qui nous ramène à la déclaration de Jacques Chirac, on citait en introduction. Oui. Alors sur la politisation, oui, je crois. En fait, j'ai essayé d'identifier deux choses. Je crois qu'il y a une double intrusion qui empoisonne le débat, qui l'empêche. D'une part, l'intrusion de la morale. Et d'autre part, l'intrusion de la politique. Alors, l'intrusion de la morale, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça constitue ce qu'on appelle communément le politiquement correct. C'est-à-dire que, au lieu d'envisager une thèse avancée par l'autre, sous le rapport de sa possible vérité, de se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Par exemple, c'est un des chapitres de mon livre, il y a un scandale qui est déclenché par la déclaration d'un ancien ministre, Claude Guéant, qui devant une assemblée d'étudiants déclare toutes les civilisations ne se valent pas. C'est un des chapitres très intéressants de votre ouvrage, André Perrin. Voilà. On pourrait y revenir tout à l'heure si vous voulez. Oui. Donc, mais là simplement sur une question de forme, si vous voulez. Cette question-là, c'est une question qui a une dimension philosophique. Elle a même d'ailleurs jadis été quasiment au programme de philosophie. Donc on peut se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Là, d'emblée, on dit c'est une proposition raciste. Il est raciste de dire cela. Donc là aussi, il n'y a même pas à discuter. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question du vrai ou du faux, mais on y introduit celle du bien et du mal. Et on dit, ça, c'est mal de le dire. Donc, puisque c'est mal de le dire, il n'y a même pas à discuter. On refuse d'en parler, voyez. Donc ce sont chaque fois des techniques d'évitement du débat. Donc par l'introduction de la dimension morale là où elle n'a pas lieu d'être. Il y a bien sûr il y a des problèmes moraux. Le racisme naturellement pose un problème moral. Mais il y a la question de savoir, c'est un autre chapitre de mon livre, s'il est opportun de supprimer le mot race de la Constitution. Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert au débat et qui doit être discuté et qui peut l'être indépendamment de la condamnation morale qu'on est tout à fait fondé à porter sur le racisme. Mais ça n'est pas la même chose. Il y a un débat intellectuel à côté. Or, chaque fois, si vous voulez, on prend prétexte de la dimension morale qui lui est liée pour éviter et écarter le débat intellectuel. André Perrin, vous êtes professeur de philosophie. Vous avez enseigné la philosophie pendant de longues années. Vous avez fait un certain nombre d'ouvrages pédagogiques sur la philosophie. Et j'imagine que vous avez enseigné à vos élèves l'art de bien mener un débat. Que leur conseillez-vous ? Et que conseillerez-vous ? Que nous conseillerez-vous ? Comment mener un vrai débat, un débat qui soit à la recherche de ce qui est juste ou de ce qui est faux et non pas forcément à la recherche de ce qui est bien ou mal. Que conseillerez-vous ? Vous savez, la première condition du débat, quand on est dans une classe, elle est très simple, c'est l'écoute mutuelle, c'est le respect. Voilà, la première chose que je disais à mes élèves, parce que j'ai enseigné très longtemps dans les classes, vous n'avez pas d'enseignement supérieur, mais j'ai enseigné pendant très longtemps dans les classes terminales
terminale des lycées avant d'enseigner en classe préparatoire. Bon, la première chose que l'on dit à des jeunes gens de 17-18 ans qui arrivent en terminale et en classe de philosophie, on leur explique ce que c'est, comment on va travailler. Bon, et ce que je leur disais, eh bien, c'est à tout moment, vous pouvez m'interrompre pour me poser une question, pour émettre une objection, mais à la seule condition que votre intervention soit écoutée dans le silence par tout le monde, et aussi respectueusement que si c'était moi qui parlais. L'élève à qui le professeur donne la parole doit être écouté comme le professeur, parce que ce qu'il a à dire fait partie du cours et sert à tout le monde. Bon, et voilà, on demande la parole, on doit demander la parole, on doit être écouté, et on parle chacun à son tour. C'est d'abord cela, c'est l'écoute mutuelle. Et puis, la deuxième exigence, vis-à-vis de la parole des autres, c'est la même que celle que j'évoquais tout à l'heure quand on lit un philosophe. C'est-à-dire commencer par ce mouvement d'abnégation de soi, d'abandon de soi, d'abandon du « moi je pense », avant de chercher à dire ce que l'on pense, essayer de comprendre ce que l'autre pense et quelle raison il a de le penser, et essayer d'entrer aussi profondément que possible dans ses raisons. C'est à partir de là, ensuite, que l'on peut voir des difficultés, émettre des objections et progresser vers le vrai. Et que vous expliquiez cela à vos élèves de 17 ans, comment réagissaient-ils ? Écoutez, je crois dans l'ensemble, je crois qu'ils ont plutôt bien réagi. Ce sont des choses que des élèves, vous savez, les élèves sont des êtres raisonnables, sont des animaux raisonnables comme nous, et si on fait appel à leur raison, ce sont des choses qu'ils sont capables de comprendre. Bon, moi personnellement, je n'ai pas eu à m'en plaindre. Je n'ai que de très bons souvenirs de toutes ces années où j'ai enseigné dans ces classes. Je vous propose, André Perrin, d'arriver maintenant à ce qui caractérise le débat contemporain, qui est à l'opposé de ce que vous préconisez d'un vrai débat. Vous venez de nous expliquer un vrai débat. C'est un débat qui est basé sur l'écoute, sur l'abnégation de soi, c'est votre terme, c'est-à-dire vraiment faire un fi, abandonner à l'espace d'un instant ses propres convictions, ses propres idées pour comprendre celles de son interlocuteur. Donc je vous propose maintenant d'aborder, c'est ce que vous faites dans votre ouvrage, c'est la chronologie de votre ouvrage, Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre les débats, aux éditions de l'Artilleur, et c'est de nous décrire ce que c'est que le débat contemporain, quelles sont les armes du débat contemporain pour disqualifier, c'est sa méthode, c'est pour disqualifier ses interlocuteurs. Je résume les différentes armes en quelque sorte du débat contemporain, et puis je vous propose que nous abordions une à une, que vous les expliquiez et que vous donniez un certain nombre d'exemples tels que vous le faites dans votre ouvrage. Alors les armes du débat contemporain, ce qu'il caractérise, André Perrin, vous dites tout d'abord, il y a le procès d'intention. Après, vous écrivez, il y a l'art de ne pas lire. Il y a la chasse aux mots. Il y a une police du langage qui fait une véritable chasse aux mots pour disqualifier un certain nombre de mots, pour interdire en quelque sorte leur utilisation. Vous décrivez la manière de tuer un débat par la triple disqualification. Vous exposez aussi l'art de se contredire à travers un certain nombre d'exemples. Et vous donnez un nombre d'exemples, notamment sur la soif de l'exclusion. Ce qui caractérise le débat contemporain, c'est l'art et la soif de l'exclusion des interlocuteurs. Et puis, après, vous développez tout cela à travers un certain nombre d'exemples sur le racisme, sur les crimes de l'histoire, sur la police du langage, etc. Voilà, je vous propose, André Perrin, que vous abordiez pour nous les caractéristiques du débat contemporain en les illustrant et en commençant par le procès d'intention, puisque c'est par là que vous commencez votre ouvrage. Oui, le procès d'intention, bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose, le premier exemple du livre, c'est l'affaire Guggenheim. Vous vous trouvez là devant un historien qui
propose une thèse, contestable bien sûr comme elles le sont toutes, mais il se propose de rééquilibrer la vision qui est la plus communément répandue au sujet de la transmission du savoir grec à l'Europe médiévale. Nous savons tous que les Arabes ont joué un rôle important dans la traduction des œuvres grecques, en particulier de l'œuvre d'Aristote. Voilà. Alors, Guggenheim montre qu'il y a eu que ce rôle est peut-être surévalué, d'une part, et que en même temps, on a sous-évalué le rôle d'autres filières latines et byzantines, c'est-à-dire que l'Europe médiévale chrétienne n'a jamais totalement perdu le contact avec le savoir grec qui lui a été diffusé par d'autres voies. Voilà, cette thèse méritait d'être discutée, elle pouvait comporter des défauts, des imprécisions, être amendée, complétée. Mais au lieu de cela, ce qu'on a vu au printemps 2008, c'est une véritable cabale, une cabale absolument furieuse, avec des articles dans la grande presse, dans Le Monde, dans Télérama, dans Libération, accablant l'auteur et l'accusant de ce qui était devenu le crime suprême, celui d'islamophobie. Voilà. Donc, et alors l'accusant d'être le porte-parole de l'extrême droite, d'avoir des liens, des complicités douteuses avec tel ou tel parti, etc. Voilà, c'est-à-dire que l'on renonce, en tout cas dans un premier temps, à examiner sa thèse et on cherche systématiquement à le salir, à le disqualifier en le salissant, en le réduisant à cette catégorie d'islamophobe, ce qui, dans le langage contemporain, veut dire raciste, tout simplement. Et bien sûr, l'imputation de racisme, comme vous le savez, c'est l'arme suprême aujourd'hui, l'arme absolue qui permet d'abattre l'adversaire, de le réduire à néant. Et vous-même, André Perrin, de cette thèse développée par Sylvain Guggenheim, qui minore le rôle des savants islamiques dans la transmission de la pensée et de la philosophie grecque. Qu'en pensez-vous, vous-même? Alors, écoutez, moi dans mon livre, je n'ai absolument pas pris parti sur le débat de fond. Mais sur le fond, c'est pour la raison très simple que je ne suis pas historien, je ne suis pas médiéviste, je n'ai pas qualité. C'est aux historiens de débattre entre eux de cela. Alors, moi, si vous voulez, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'a montré, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livre de Guggenheim, c'est un livre d'un grand universitaire, bien sûr, d'un historien renommé, mais ce n'est pas un livre qui s'adressait à ses pairs, si vous voulez. C'est un livre qui était un livre qu'on appelle de vulgarisation, destiné à ce qu'on appelle le grand public cultivé. Donc, ce que disait Guggenheim, bien sûr, c'est des choses que savaient les autres historiens. Mais c'est des choses que le grand public était très loin de savoir. Alors, par exemple, si vous voulez, transmission du savoir grec, je le disais à l'instant, c'est vrai, les Arabes ont joué un rôle très important dans cette transmission. Encore faut-il voir quel est précisément ce rôle. Ce rôle, ça a été essentiellement la traduction de traités scientifiques très nombreux, des traités d'astronomie, des traités de médecine, etc. Ça a été extrêmement important. Et puis ça a été, s'agissant de la philosophie, la traduction et la transmission de pratiquement tout le corpus aristotélicien. Presque toutes les œuvres d'Aristote, à l'exception notable de la politique, si vous voulez, mais presque tout. Mais à part cela, c'est tout, si vous voulez. C'est-à-dire pour le reste de la philosophie grecque, Platon a été très très peu traduit. C'est seulement au XVIe siècle qu'on a vraiment découvert Platon. Et comme dirait Rémi Brague, Platon a été le grand oublié du Moyen Âge. Et puis les autres, bien sûr, les sceptiques, les pyrrhoniens, les épicuriens, les stoïciens. Rien de tout cela n'est passé par les traductions de Bagdad, si vous voulez. De même,
toute la littérature, si vous voulez, tout cela, que ce soit les tragiques grecs, Sophocle, Échille, Euripide, les historiens, Thucydide, Hérodote, le Ésope, etc. Rien de tout cela n'a été traduit par les Grecs. Ce sont des choses qui sont arrivées essentiellement à la Renaissance par la filière byzantine, si vous voulez. Bon, donc ce que disait Guggenheim était exact. Bon, voilà. Mais encore une fois, si vous voulez, mon propos n'était pas de discuter la thèse de Guggenheim. Je n'en ai pas. C'est de critiquer la forme dont la manière dont elle a été accueillie. Voilà, je le dis d'ailleurs dès le début du chapitre qui est consacré. C'est un chapitre qui est consacré à la réception de son livre. Et parce que précisément, mon objet, c'était cela, c'était le débat intellectuel. Et un auditeur qui nous fait cette remarque, M. Guggenheim a été critiqué de manière précise et argumentée dans plusieurs ouvrages collectifs où l'on a redressé, un certain nombre d'énormités, nous dit cet auditeur. Oui, alors écoutez, il y a eu 2 ouvrages collectifs effectivement qui ont été publiés après. Bon, mais effectivement, mais ça c'est venu après, c'est-à-dire que les gens qui l'avaient critiqué ensuite. Mais le problème, c'est que ce qu'on a pu voir, ce que je montre d'ailleurs dans mon livre, c'est que lorsqu'ils ont signé ces pétitions, ils n'avaient pas lu le livre. Ils ne l'avaient pas lu. Alors ça, c'est une chose que pour ma part j'ai pu constater tout de suite, parce que dans ces pétitions, il l'accusait de contradictions qui étaient des contradictions inexistantes pour quiconque avait lu le livre. Bon, et je l'ai montré de manière très précise. Bon, et ce qui confirme d'ailleurs la chose, c'est que la directrice de la collection L'Univers historique au Seuil, où qui avait publié le livre de Guggenheim, a de son côté témoigné qu'elle avait reçu plusieurs demandes du livre de Guggenheim par des gens qui avaient déjà signé la pétition contre lui, qui donc avouaient par là qu'ils ne l'avaient pas lu. Voilà. Alors bien sûr, si vous voulez, à partir du moment où on a décidé d'abattre quelqu'un, bon, ensuite on va toujours trouver le moyen de rationaliser des a priori qui sont déjà là. Alors, s'agissant des énormités, écoutez, bon, il y a quelques erreurs factuelles, mais quiconque a l'habitude de lire des ouvrages universitaires ou d'assister à des soutenances de thèse sait parfaitement que ces erreurs, même grossières, figurent dans quantité d'ouvrages savants. Combien de doctorants qui soutiennent leur thèse, se font dans la soutenance de tirer les oreilles pour avoir qu'on lise les comptes rendus de thèse dans des revues savantes, et on vous parle du désastre intellectuel vous voyez. Alors j'ai pour ma part d'ailleurs montré dans mon livre que j'ai fait une petite comparaison avec l'histoire de la folie de Michel Foucault, ouvrage qui est vénéré par beaucoup de gens et qui comporte, parce qu'on a reproché à Guggenheim par exemple une bibliographie datée, celle de Foucault est infiniment plus datée, il y a beaucoup plus d'erreurs, et il y a aussi des erreurs énormes, donc tout cela je crois n'est pas très sérieux. Une auditrice on revient un petit peu en arrière, lorsque vous évoquez que le débat contemporain n'est pas un débat entre le vrai et le faux, mais plutôt un débat entre le bien et le mal. Cette auditrice nous fait cette remarque: est-ce que ce n'est pas plutôt un débat entre le bien et l'idéologie? Plutôt que faire des références à des valeurs, est-ce que c'est pas des valeurs morales, mais est-ce que ce n'est pas plutôt justement l'idéologie qui sous-tend tout cela? Bien sûr, quand je dis le bien et le mal, il s'agit bien sûr de la manière dont on se représente le bien et le mal en fonction certainement de présupposés idéologiques. Il s'agit surtout d'un certain ordre moral et qui naturellement est dépendant des représentations de l'époque. Alors, quand vous évoquez dans votre ouvrage le procès d'intention, et vous venez de le rappeler, les caractérise les personnes qui font des procès d'intention, c'est qu'elles ont souvent l'art de ne pas lire les livres ou les prises de position qu'elles critiquent. Oui. Et ça vous développez notamment en l'illustrant ce principe que vous appelez l'art de ne pas lire par le discours de Benoît XVI à Ratisbonne en septembre
2006. Oui. Où on accusait le pape d'islamophobie en quelque sorte. Bien sûr, là aussi c'est la même chose. Alors c'est tout à fait significatif, si ce n'est d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, que dans ce cas de figure, cela a eu des conséquences absolument dramatiques. Hein. Bon, parce que c'est les conséquences dramatiques, André Perrin, oui, c'est qu'il y a eu un certain nombre de il y a eu des morts, oui, bien sûr. Des victimes suite à cette prise de position. Hein. Voilà, le pape avait, le pape qui était lui-même un ancien professeur de l'université de Ratisbonne. Bon, et en fait cette conférence, il allait dans son ancienne université, dont il avait été d'ailleurs vice-recteur. Il s'adressait à ses anciens collègues. Bon, c'était quelque chose de tout à fait académique. C'était une conférence sur la foi et la raison. Bon. Donc ça ne s'adressait pas, c'était pas une déclaration urbi et orbi, rien du tout. Bon, simplement des agences de presse, à partir d'informations non vérifiées, ont dit que le pape y avait dénoncé la violence de l'islam. Bon, et là-dessus, qu'est-ce que ça a entraîné ? Ça a entraîné des violences contre des chrétiens dans un certain nombre de pays musulmans. Il y a des églises qui ont été incendiées en Irak, et il y a eu, entre autres, une religieuse septuagénaire qui a été assassinée à titre de représailles à l'hôpital de Mogadiscio. Bon, or, la conférence du pape n'avait absolument pas pour objet l'islam et la violence. Il n'était presque pas question de l'islam, d'ailleurs, dans cette conférence. Il n'en était question qu'indirectement au tout début, dans l'introduction. Parce que dans l'introduction, Benoît XVI disait quelle a été l'origine du discours qu'il allait prononcer. Et il disait qu'il avait relu récemment un court dialogue entre l'empereur byzantin Manuel Paléologue II et un savant persan. Et c'est donc dans ce dialogue, c'est le savant persan qui accusait justement l'islam d'être violent. Bon, il accusait, il reprochait à Mahomet d'avoir diffusé la foi par l'épée. Bon. Mais c'était une citation, c'est pas le pape qui parlait, c'était ce savant persan d'il y a très longtemps. Et le pape, bien loin de reprendre à son compte ce reproche, soulignait au contraire sa rudesse, son caractère peu amène, et surtout, il délaissait ce reproche pour s'intéresser à l'argumentation qui était celle que l'empereur byzantin opposait aux persans. Et c'est cet argument qui devait servir de fil conducteur à toute la conférence de Ratisbonne. L'argument, c'était ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. Et donc ça introduisait tout un débat qui est tout à fait classique en théologie et en philosophie entre une théologie de l'intelligence et une théologie de la volonté. Bon, en deux mots, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce qu'il y a une raison qui est au-dessus de Dieu ? Est-ce que Dieu se conforme à la raison ? Ou bien est-ce que la raison dépend de Dieu ? Par exemple, lorsque Descartes considère que Dieu est créateur des vérités éternelles, on va dans le sens d'une théologie de la volonté. Au contraire, pour un philosophe comme Leibniz, l'entendement divin ne peut pas être contraire à la raison. Il lui est soumis d'une certaine façon, si vous voulez. Voilà. Bon, donc si vous voulez, c'était un débat théorique, philosophique, etc., qui n'avait aucune raison d'enflammer les foules et qui n'avait qu'un rapport extrêmement lointain, pratiquement aucun rapport avec la question de l'islam et de la violence. Et si l'on regarde bien, si on prend la peine de lire la conférence, on s'aperçoit que non seulement il n'y est plus question de l'islam du tout, mais que les principales cibles du pape dans cette conférence se trouvent à l'intérieur du christianisme. Parce que la thèse qui était celle du pape était celle-ci, c'est que il y a
il y a, si vous voulez, une sorte de connivence originelle entre la raison grecque et la révélation chrétienne. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, que par exemple, les premiers pères de l'Église étaient tous des néo-platoniciens. Ils ont essayé d'assumer l'héritage platonicien et de l'intégrer à la révélation chrétienne. On a pu leur reprocher, à juste titre d'ailleurs, d'avoir voulu christianiser Platon. Et ensuite, au XIIIe siècle, ce sera saint Thomas qui, lui, va introduire Aristote. Et là aussi, on pourra l'accuser, à juste titre, d'avoir voulu christianiser Aristote, ce qui n'était pas très facile. Mais toujours est-il, si vous voulez, que voilà, il y a cette connivence originelle entre le logos grec et le logos divin dont il est question au début de l'Évangile selon saint Jean. Donc le pape disait voilà, il y a un héritage grec, mais cet héritage grec, au cours de l'histoire, il y a eu 3 moments qui ont été des moments de déshellénisation où on s'en est séparé. Et donc vous avez une étape, par exemple, qui est celle de Duns Scotus, à la fin du XIIIe siècle. Et puis ensuite, vous avez 3 étapes. Vous avez l'étape de la Réforme, la Réforme protestante, et qui veut revenir à la pure foi primordiale, si vous voulez, libérée d'une métaphysique qui serait étrangère à sa nature. Donc ça implique ce mouvement de déshellénisation, qui aboutit de cette manière à Kant, qui va limiter le savoir pour laisser la place à la foi ou à la croyance. Alors ensuite vous avez la théologie qui va, si vous voulez, du 19e et du 20e siècle, qui s'appuie sur l'opposition pascalienne entre le Dieu des philosophes et le Dieu des savants. Donc là aussi, en contestant le Dieu des savants, on s'éloigne de l'héritage grec, au profit d'une perspective plus fidéiste, si vous voulez. Et puis enfin, vous avez, 3e étape, le relativisme contemporain, qui considère que cette synthèse originelle de l'hellénisme et du christianisme est, datée historiquement. Elle est contingente, elle ne vaut pas pour toutes les cultures, et par conséquent, il faudrait revenir à la pureté du message originel pour que celui-ci puisse être approprié par toutes les cultures. Voilà en gros quelle est l'idée du pape. Donc, si vous voulez, toutes ces cibles se trouvaient à l'intérieur du christianisme, et pas du tout, il s'agissait pas du tout de l'islam. Mais comment t'expliquer une telle malveillance ? Comment expliquer la malveillance en général ? Mais c'est là particulièrement qui vient pourrir le débat, qui vient avec les conséquences que vous avez expliquées. Il y a vraiment une volonté de mal agir. Oui, si vous voulez, c'est un fait. Il suffit d'ouvrir la radio, de lire les journaux pour voir que l'on n'est pas généralement très indulgent avec le christianisme. Il y a un anticléricalisme qui est plus ou moins diffus, parfois très explicite et violent, et qui se manifeste en toutes sortes de circonstances. Regardez l'insistance qui est mise régulièrement chaque fois que il y a une affaire de pédophilie qui concerne un prêtre catholique. Alors on a un petit peu l'impression qu'il n'y aurait que des prêtres catholiques qui sont dans ce cas, enfin ce qui est évidemment faux. Oui, c'est ce que vous avez tout un chapitre qui est consacré à cela, André Perrin, c'est l'anticléricalisme et les crimes du cléricalisme. Oui. Nous y viendrons. Et nous venons ensemble, André Perrin, vous venez nous expliquer le procès d'intention comme caractéristique principale du débat contemporain, qui est l'art de ne pas lire. Vous l'avez et montrer cela à la fois sur l'ouvrage de Sylvain Guggenheim, mais aussi sur le discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI, qui visiblement a été interprété sans du tout que l'on considère la réalité de son discours, qui en rien, avez-vous expliqué, en rien ça ne concernait l'islam et les musulmans. L'autre caractéristique que vous décrivez dans votre ouvrage, scène 2, la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat, aux éditions L'Artilleur,
interlocuteur, c'est la chasse aux mots, c'est la disqualification d'un certain nombre de certains mots pour disqualifier les interlocuteurs. Alors, pourriez-vous expliquer en quoi consiste cette disqualification? Et vous avez une illustration qui est parfaite, si vous me permettez d'utiliser ce terme, c'est celle qui concerne le mot identité. Notamment, vous citez Régis Debray. C'est particulièrement savoureux, cet exemple. Oui. Alors, l'identité. Bon, si vous voulez, c'est vrai que, aujourd'hui, identité renvoie immédiatement à identitaire et à repli sur soi, etc. L'identité serait forcément figée, relevant d'une idéologie qui est rance dans le meilleur des cas et nauséabonde dans le pire. Bon, alors évidemment, le point de départ, vous le savez, ça a été cette création, le point de départ, un moment important en tout cas, ça a été cette création d'un ministère de l'identité nationale, qui n'était de l'immigration de l'identité nationale, qui était peut-être pas quelque chose de très heureux dans la dénomination, parce qu'elle liait de façon un peu fâcheuse la question de l'identité à la seule question de l'immigration. Alors que bien sûr, il est certain que l'immigration pose un problème d'identité, ébranle l'identité, c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Il y a la mondialisation, il y a la construction européenne, si vous voulez, il y a toutes sortes de choses qui font que les peuples peuvent, à certains moments de leur histoire, avoir des crises d'identité. Toujours est-il que, surtout à partir de ce moment-là, on a eu une véritable chasse au mot identité. Et donc avec une sorte de censure, c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser. Et alors, censure efficace, oui, Régis Debray, effectivement, j'avais été frappé parce que en 2010, j'avais entendu sur France Inter, vous savez, c'était à l'époque de la catastrophe qui s'est abattue sur Haïti, et donc Régis Debray était interviewé un matin à France Inter, et il dit ceci: ce qui fait la force d'Haïti, c'est son identité nationale. Alors en plus, identité nationale, les deux. Très bien. 5 ans plus tard, je lis une interview de Régis Debray dans Le Point, je crois. Et le journaliste qui l'interviewe lui dit: ah oui, je crois que vous n'aimez pas beaucoup le mot identité. Et Régis Debray dit: ah non, l'identité, en effet, ça se fige en carte et ça peut sentir mauvais très vite. Voilà. Alors donc, je propose de parler de personnalité. Voilà. Dans un cas, quand il s'agit d'Haïti, Régis Debray, que l'identité nationale est une force, mais d'une manière générale, c'est un mot qu'il vaut mieux éviter d'utiliser, surtout quand il s'agit de la France. L'intérêt, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui est comme Régis Debray, que je considère quand même qui est un homme de grande valeur et plutôt un esprit libre et indépendant, même lui, vous voyez, peut se laisser intimider par cette chasse aux mots. André Perrin, je vous propose de faire une petite pause musicale. Qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi, puisque vous l'avez demandé, la première suite pour violoncelle seul de Bach dans l'interprétation de Pablo Casals. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau ? Vous savez, Bach, j'aime beaucoup Bach. Ce n'est pas le seul, mais j'aime aussi Mozart, j'aime Schubert, mais pas de la même manière. Chez Bach, il y a, si vous voulez, une sorte de sérénité souveraine, qui, alors bien sûr, qui naît de la foi, mais qui d'une totale confiance, et qui transparaît absolument dans toutes ses œuvres. Si vous voulez, pas seulement les œuvres religieuses, mais même les œuvres les plus profanes sont portées par cela. Et c'est un peu, j'ai toujours eu le sentiment au fond que toutes les œuvres de Bach auraient pu s'intituler « Que ma joie demeure ». Eh bien, nous écoutons.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en direct en cette deuxième partie d'émission André Perrin, qui est philosophe, écrivain. À l'occasion de la publication de son ouvrage « Scènes de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat » aux éditions de L'Artilleur. Alors en première partie de cette discussion, André Perrin nous a expliqué quelles étaient les règles du vrai débat intellectuel, puisque nous parlons du débat intellectuel et non pas du débat politique. Vous nous avez rappelé l'importance de l'écoute, c'est ce que vous avez appelé la négation de soi, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à aux idées de son interlocuteur et non pas se placer immédiatement, comme on le fait dans le débat contemporain, dans ces notions de bien et de mal, mais plutôt rechercher ce qui est vrai et ce qui est juste. Alors vous nous avez expliqué quelles étaient les caractéristiques principales du débat contemporain qui vise à disqualifier son interlocuteur. Alors c'est le procès d'intention, c'est surtout ne pas lire ce qu'il explique, et puis la chasse aux mots, la police du langage en disqualifiant un certain nombre de mots, et vous venez d'expliquer cette chasse aux mots, cette police du langage par l'exemple du mot identité. Un autre mot qui est aussi fait bien partie de cette police du langage, et c'est l'objet de tout un chapitre dans votre livre, André Perrin, c'est un chapitre qui lui aussi est particulièrement intéressant, c'est le développement que vous faites sur le mot race. Race et racisme, et vous partez toujours d'ailleurs d'une anecdote de l'actualité pour développer votre propos, et là vous partez, c'est tout récent. Vous parlez, alors c'est un mot, c'est très chaud, le mot race et racisme. Et vous partez donc de cette anecdote. Le 16 mai 2013, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise à supprimer le mot race des textes législatifs où il figure, dont, bien sûr, l'idée de supprimer le racisme. Si on supprime le mot de race, bien entendu, le racisme disparaît naturellement. Il y a tout un développement passionnant que vous faites. Vous interrogez sur le terme de race, sur ce que c'est que le racisme, son histoire. Voilà, nous vous écoutons parce que c'est particulièrement intéressant. Oui. André Perrin. Voilà, alors effectivement, je crois que ce projet de loi de suppression du mot race des textes législatifs et à terme de la Constitution, c'est un projet qui pose à mon sens trois problèmes. Le premier problème, c'est de savoir si le concept de race est un concept scientifique. Parce que là aussi, on a eu, si vous voulez, de même que j'évoquais tout à l'heure à propos de la théorie du genre, l'espèce de mantra « la théorie du genre n'existe pas ». Ici, on a eu un autre mantra « la race n'existe pas, il n'y a pas de race humaine, etc. » Bon. Donc, premier point, la race est-elle un concept scientifique ? Deuxième point, à supposer que le concept de race ne soit pas un concept scientifique, ce que d'ailleurs j'admets tout à fait, est-ce une raison suffisante pour le supprimer des textes législatifs ? Et puis le troisième point, c'est celui de la raison qui est donnée et que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il y a un rapport de causalité entre l'usage du mot race et le racisme, qui pourrait justifier précisément et permettre d'espérer qu'en supprimant le mot race, on fasse disparaître le racisme. Voilà. Donc voilà, j'ai examiné successivement ces trois problèmes. Le premier n'était pas le plus important, pour moi en tout cas, et puis c'est pas non plus celui que j'étais le plus qualifié pour traiter, parce que je ne suis pas plus biologiste que historien dans le cas de l'affaire Guggenheim. Bon, c'est la question de la scientificité du concept de race. Mais néanmoins, si vous voulez, là aussi mon attention a été alerté lorsque, en 2013, un jour en écoutant un matin France Inter, j'entends une ethnologue, Madame Taylor, Anne-Christine Taylor, qui déclare donc d'un ton très péremptoire, la race n'existe pas, il n'y a pas de race humaine, très bien. Et puis, pour étayer son propos, elle se réfère à l'UNESCO et elle dit, lorsque, dans les années 60, l'UNESCO a voulu tordre le cou au concept de race, eh bien, elle a fait appel à des ethnologues qui ont montré que ça n'avait aucun sens biologique. Bon.
Alors, il se trouve que moi, je connaissais l'ouvrage en question, publié par l'UNESCO. C'est un ouvrage qui s'intitule « Le racisme devant la science ». Le racisme, et non pas la race, d'ailleurs, c'est pas sans intérêt. Le racisme devant la science, où vous avez une dizaine de contributions d'ethnologues, effectivement. Lévi-Strauss, le fameux article de Lévi-Strauss intitulé « Race et histoire » était sa contribution. Il y en avait un de Michel Léris, et puis il y avait des articles d'autres, de scientifiques, biologistes, zoologues, généticiens, psychologues, etc. Bien. Or, il se trouve que ces textes, je les avais lus à l'époque, à la fin des années 60, et que dès le début de mon enseignement de la philosophie, au début des années 70, j'avais été amené à utiliser ces textes dans le cadre de cours comme Nature et culture ou la constitution des sciences de l'homme, etc. Bon. Et je n'avais pas le souvenir que les savants en question affirmaient de manière péremptoire que les races n'existaient pas du tout ou n'avaient pas de signification, ou que le concept de race n'avait aucune signification biologique. Ce qu'ils disaient était très différent, et je l'ai bien sûr en relisant, j'ai vu que ma mémoire ne m'avait pas trompé, c'est que il n'y a pas de race pure. Bon, alors il n'y a pas de race pure. On voit tout de suite que dire qu'il n'y a pas de race et qu'il n'y a pas de race pure, ça n'est ni grammaticalement ni logiquement la même chose. Si la proposition « il n'y a pas de race du tout » était vraie et admise, il n'y aurait aucun sens à dire « il n'y a pas de race pure ». Ce qu'il disait, c'est que, étant donné qu'il y a eu des migrations dès les débuts de l'humanité, il y a eu toujours métissage, et que donc, oui, il n'y a pas de race pure. Bien. Et deuxièmement, ce qu'il montrait également, c'est que il n'y avait pas de déterminisme psychologique par la biologie. C'est-à-dire que, dans l'état actuel de nos connaissances en tout cas, il n'y avait aucune raison de penser que la race détermine, par exemple, un quotient intellectuel ou des aptitudes psychologiques qui feraient que les hommes différeraient en humanité entre eux, si vous voulez. Et puis troisièmement, et ça c'est le plus important peut-être, c'est que ce que plusieurs d'entre eux disaient, c'est que le concept de race ne soit pas un concept satisfaisant scientifiquement, qui ne soit pas pleinement opératoire, ce n'était pas une raison pour l'abandonner totalement. Bon, donc cet ethnologue faisait dire aux auteurs dont elle invoquait l'autorité le contraire de ce qu'ils affirmaient. Bon, alors, à côté de ça, ce que j'ai pu constater, c'est que même aujourd'hui, si tout le monde s'accorde à dire en effet que le concept de race n'est pas un concept scientifique, qu'il n'est pas opératoire, etc., il y a quand même, si vous voulez, des choses qui sont un petit peu équivalentes. Et j'avais été frappé lors d'une émission de télévision que j'avais regardée, où un biologiste, je crois qu'il s'agissait de Monsieur Pichot, avait fait état d'un document émanant de l'IGNA, c'est-à-dire l'Institut génétique Europe-Atlantique. C'est un institut de Nantes, je crois, qui procède à des analyses génétiques pour la police scientifique. Donc il travaille à partir de traces génétiques laissées sur des scènes de crimes, afin d'identifier les auteurs de crimes. Eh bien, ce qui émanait de ce document, c'est que ces chercheurs sont tout à fait capables, devant des traces génétiques, de dire si elles viennent de quelqu'un qui est d'origine européenne, ou d'Afrique méditerranéenne, ou d'Afrique subsaharienne, ou d'Asie. Bon, donc évidemment, alors il n'y a pas de race, mais il y a ce qu'on appelle des groupes d'ascendance ou des origines ancestrales, etc. Mais c'est-à-dire, au fond, ce qu'on appelle des races dans le langage courant. C'est ce que vous qualifiez dans votre ouvrage, qu'il y a des groupes humains génétiquement différenciés. Voilà, et des populations... Avec des ADN qui sont différents. Voilà. Alors c'est ce que nous... Excusez-moi, pardonnez-moi André Perrin, je vous interromps, mais un auditeur nous signale: on ne peut pas faire de greffe de moelle osseuse d'une race à une autre, ce qui est bien connu en médecine. Est-ce que c'est un lien? Est-ce que vous expliquez? Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste pour... Écoutez, là, c'est la première fois que j'entends dire cela, mais j'avoue que je suis incapable de vous répondre, je n'en sais rien. J'essaierai de vous confirmer qu'il y a des groupes humains génétiquement différenciés, tels que les scientifiques l'affirment. Alors,
ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était quand même le deuxième problème, c'est-à-dire la question de savoir si c'est une raison suffisante pour supprimer le mot race des textes législatifs. Parce que ça pose un problème, ça pose un problème qui philosophiquement est très important, qui est celui des rapports entre la science et la politique. Bon, alors, ce que je fais observer d'abord, parce que c'est quand même tout simple, c'est que l'argument il faut supprimer le mot race de la Constitution parce que le concept de race n'est pas scientifique, bon, si on le prend au sérieux, ça va conduire à des choses assez cocasses, parce que regardons dans la Constitution, l'article 1 de la Constitution, qui affirme que les hommes sont égaux, qu'on doit, indépendamment de la race, parle également de la religion. Est-ce que le concept de religion est un concept scientifique ? Bon, par exemple, comment distingue-t-on scientifiquement une religion et une secte ? Bon, vous savez que que l'Église de Scientologie, par exemple, qui est une secte en France, est une religion aux États-Unis. Bon, donc de toute évidence, le concept de religion n'est même pas ce que Descartes appelle une idée claire et distincte, et a fortiori n'est pas un concept scientifique. Et puis, même chose pour le concept de nation. Bon, et puis sans compter que l'argument, et ça j'y reviendrai peut-être plus loin, l'emploi du mot race conduit au racisme, on pourrait dire de la même manière, mais alors l'emploi du mot nation conduit au nationalisme, etc. Bon, et vous voyez, si on doit supprimer le mot nation de la Constitution, là aussi ça va devenir un petit peu gênant. Bon, donc si vous voulez, je crois que ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que le droit n'a pas à s'aligner sur la science. Le droit et la politique n'ont pas à s'aligner sur la science, et pour une raison qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la science, c'est le domaine de la connaissance, et le reste, c'est le domaine de l'action. Donc il y a ce qui relève de l'entendement et ce qui relève de la volonté. Bon, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, mais disons d'abord que si vous voulez, la langue du droit ne peut pas être la langue de la science. La langue du droit, c'est celle des langues naturelles. On ne peut pas exiger, si vous voulez, des catégories juridiques qu'elles correspondent au découpage objectif que la science peut faire de la réalité. Dans le droit, on utilise en droit des concepts comme ceux de bonnes mœurs, par exemple, de pornographie. Pour louer un logement, on doit s'engager à l'occuper en bon père de famille. Enfin, tout ça, bien sûr, ça n'a... Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la science. Bon. Et surtout, alors l'enjeu qui est le plus important sur le plan philosophique, c'est que on ne peut pas placer le droit et la politique sous la dépendance de la science. Pourquoi ? Parce que la science, comme le disait Poincaré, la science ne parle qu'à l'indicatif. Elle dit ce qui est. Elle ne nous dit pas ce qui doit être. Et elle n'a absolument pas à nous le dire. Parce que vous comprenez que si on utilise comme argument il ne faut pas être raciste parce que la science nous enseigne qu'il n'y a pas de race, parce que la science enseigne qu'il n'y a pas de race, ça signifie ceci, que si un jour la science, avec les progrès qu'elle peut faire, nous enseigner autre chose, à ce moment-là, n'aurait-on pas le droit d'être raciste ? Autrement dit, vous voyez, il y a un danger qui est à la fois prospectif, parce que nous ne savons pas ce que la biologie du 22e ou du 23e siècle nous enseignera, et puis rétrospectif aussi, parce que ça signifie que les racistes d'il y a 50 ans ou un siècle, eh bien, étaient tout à fait excusables de l'être, puisqu'ils n'avaient pas bénéficié des progrès de la génétique d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, suggérer que le racisme, finalement, n'est une faute que parce qu'il est une erreur, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de l'accabler. Alors, il y a un développement dans cette partie que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre ouvrage « Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat » aux éditions de l'Artilleur, André Perrin. C'est que vous écrivez que cette proposition de loi visant à supprimer le mot « race » des textes législatifs vise avant tout les thèses racialistes du 19e siècle qui prétendent fonder sur la biologie la thèse de l'inégalité des races. Mais vous faites le constat que ces thèses-là, elles ont
quasiment totalement disparu de notre paysage, alors que le racisme lui, il a existé de la nuit des temps, et vous donnez des exemples très intéressants, ça remonte à très loin. Vous parlez par exemple des anciens Grecs qui parlaient des barbares, ils désignaient de barbares tous ceux qui ne parlaient pas leur langue. Vous parlez aussi de Sésostris III, ça c'est intéressant, vous peut-être développer pour les auditeurs. Oui, alors ça c'est le troisième point, si vous voulez, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que, en se débarrassant du mot race, on se débarrassera du racisme? Bon, alors bien évidemment, si vous voulez, le racisme n'a pas attendu les théories racistes qui sont développées essentiellement au XIXe siècle. Sésostris qui interdisait aux Noirs de descendre le Nil en barque au-delà de Haye, par exemple. Bon, les barbares, vous savez que le mot barbare, ça veut dire barbare, c'est l'onomatopée qui correspond à des gens qui, ne parlant pas le grec, ne sont pas vraiment des hommes. D'ailleurs, vous avez la même chose pour le mot berbère. Le mot berbère a la même racine que le mot barbare. Les Arabes considéraient que les berbères n'étaient pas vraiment des hommes, puisqu'ils faisaient barberbère. Ils ne parlaient pas l'arabe, tout simplement. Bon, de même, les Romains qualifiaient les uns d'animaux à deux pieds. Bon, donc réduire l'autre homme à l'animalité, bon, c'est quelque chose qui est très ancien, et tous ces gens-là, évidemment, n'avaient lu ni les œuvres de Gobineau, ni celles de Vacher de la Pouge, ni celles de Chamberlain. Bon. Et d'ailleurs, de même, si vous voulez, les nazis, il y a eu dans le nazisme une volonté une prétention de fonder scientifiquement le racisme, mais qui a été au fond assez vite abandonnée. Bon, d'abord parce que les théories racistes s'accommodaient mal quand même avec, si vous voulez, comme le dit un des scientifiques là de l'ouvrage que je signalais, le racisme hors la science, l'homme nordique, est-ce que vraiment il est aussi blond qu'Hitler, est-ce qu'il est aussi svelte que Göring, aussi grand que Goebbels, etc. Bon, et je vois que dès 1934, le docteur Gross disait que la politique ne peut pas attendre que la théorie des races ait été élaborée. Et en juin 1936, vous pouvez lire dans le bulletin national-socialiste, la correspondance nationale-socialiste, ceci, une âme nordique peut habiter un corps non nordique. La distinction entre les races n'est pas une donnée scientifique, la perception immédiate nous permet de reconnaître par le sentiment les différences que nous appelons raciales. Bon. Donc, ça, si vous voulez, ça veut dire, vous avez une grande sociologue contemporaine, Nathalie Hennick, qui dit ceci, les opinions racistes ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques, mais sur des affects. Ce qui vous fait écrire, en conclusion de cette partie particulièrement intéressante, nos parlementaires, en supprimant le mot race de la législation, se trompent tout à la fois d'époque, de guerre, d'ennemis et de stratégie. Autant décider de construire une ligne Maginot dans les Pyrénées afin de se prémunir contre une invasion moderne. Non, pas moderne, andorrane. Ah, pardonnez-moi. Alors un auditeur andorraine, pardon, oui. Là vous avez enseigné d'ailleurs. J'ai enseigné en Andorre. C'est extraordinaire ça. Tout cet exemple. C'est très original. Pardonnez-moi cette erreur. Alors un auditeur vous fait cette réflexion. Votre passionnante invité irait-il jusqu'à préconiser la suppression des lois liberticides Plévin-Guessot qui ont permis de condamner le professeur Bruno Gollnisch? Alors attendez, les lois Plévin, c'est les lois qui limitent la liberté d'expression. Ça date de pas mal d'années. Alors le terme précis de ces lois, peut-être que l'auditeur pourrait nous éclairer. Les lois Plévin, c'est mon cher auditeur, venez à notre aide. Nous sommes fatigués après 2h30 de débat pour nous préciser les lois Plévin. C'est des lois qui, effectivement, limitent la liberté d'expression sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Oui, écoutez, là, je ne sais pas. D'abord, je ne connais pas le contenu de ces lois et je ne sais pas non plus pour quelle raison Monsieur Gollnisch a été condamné, ce qu'il avait dit. Si vous voulez, moi, je ne suis pas. Si vous voulez, qu'il y ait des lois qui répriment la provocation à la haine raciale. C'est tout à fait normal. Ça veut dire, bien sûr, que il y a
certaines paroles qui ont valeur d'action. Bon, l'appel au meurtre, bien évidemment, l'appel au meurtre doit être condamné, parce que ça n'est pas simplement, parce qu'il ne relève pas de l'expression d'une idée, mais de l'invitation à une action qui est interdite par la loi. Bon, donc il y a des choses qui doivent tout à fait légitimement être condamnées. Alors ensuite, il est possible qu'il y ait effectivement des abus ou peut-être des interprétations extensives ou abusives de certaines lois. Mais là, je ne peux pas vous répondre sur le cas d'espèce. Dans votre ouvrage, André Perrin, vous citez à plusieurs reprises George Orwell, dans son ouvrage 1984 avec la novlangue, et je voudrais juste lire ces quelques lignes que vous citez de George Orwell parce qu'elle conclut, je trouve très bien, cette police du langage que vous dénoncez comme l'un des moyens du débat contemporain de disqualifier, de tuer en quelque sorte son interlocuteur. C'est juste 3 lignes que vous citez. C'est l'un des héros, Sim, qui dit à Winston, l'autre héros, à l'autre, l'un des autres héros de cet ouvrage. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Oui. C'était en référence à un texte que j'ai trouvé un peu délirant d'une avocate qui allait jusqu'à demander qu'on inscrive dans la Constitution l'interdiction de prononcer le mot race ou même de postuler l'existence de différences raciales. Donc ça va quand même extrêmement loin et bien sûr j'ai pensé à Orwell. Il nous reste malheureusement que 5 minutes à passer en votre compagnie. André Perrin, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous vous recevons à l'occasion de la publication aux éditions de L'Artilleur de votre ouvrage passionnant « Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre le débat ». Il y a une partie que vous développez aussi qui est très intéressante, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je vous propose que nous terminions notre discussion sur ce sujet-là. C'est la question « Toutes les civilisations se valent-elles » ? Qu'est-ce qui vous a amené à développer cette partie et quels commentaires voudriez-vous en faire? C'est très intéressant votre ouvrage dessus. Là, je l'évoquais tout à l'heure. Bon, vous savez que donc le point de départ, c'est une conférence d'un ancien ministre qui déclare devant des étudiants toutes les civilisations ne se valent pas. Bon, et ça déclenche immédiatement un tollé et un tollé sans que on examine si cette proposition est vraie ou fausse, sans qu'on s'en préoccupe. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que ce que je me dis d'abord, il y a une question de logique. La proposition toutes les civilisations ne se valent pas, si l'on considère qu'elle est fausse, cela entraîne immédiatement la vérité de la proposition contradictoire. Toutes les propositions se valent. En logique, vous le savez, on distingue les contraires et les contradictoires, et ce qui caractérise 2 propositions contradictoires, c'est qu'elles ne peuvent être ni vraies ensemble, ni fausses toutes les 2. La vérité de l'une implique celle de l'autre, et réciproquement. Donc, s'il est faux que toutes les civilisations ne se valent pas, il est vrai que toutes elles se valent. Et je me suis dit, mais tous ceux qui s'indignent devraient démontrer. S'ils s'indignent parce que c'est faux, ils devraient démontrer que toutes les civilisations se valent. Et je me suis rendu compte qu'absolument personne n'avait tenté ne serait-ce que l'ébauche d'une telle démonstration. On s'est contenté de s'indigner devant la proposition tenue, mais on n'a pas cherché à démontrer la proposition contradictoire. Alors je me suis demandé pourquoi. Et j'ai trouvé quelques éléments de réponse. Je me suis dit, mais au fond, c'est parce que tous ces indignés n'y croient pas eux-mêmes que toutes les civilisations ne se valent. Ils n'y croient pas. Je vois en librairie un livre préfacé par Martine Aubry, un livre d'intellectuel de gauche, intitulé « Pour changer de civilisation ». Et je me dis, mais à quoi ça rime de vouloir changer de civilisation si elles se valent toutes. Bon. Je lis sur le site oumma.com un article d'un intellectuel, professeur à l'école normale supérieure, M. Marwan Rached. Monsieur Rached, donc, dans toute la première partie de son article, se propose de déconstruire la notion de civilisation, et à la fin de son article, il affirme la valeur de la civilisation islamique et il écrit à peu près ceci, il serait important de faire comprendre que la civilisation arabo-islamique ne se réduit pas au harem et au thé à la menthe. Bon, autrement dit,
on n'a pas le droit de parler de civilisation lorsqu'il s'agit de la civilisation occidentale, chrétienne, européenne, mais si, la civilisation arabo-islamique, elle existe, et elle a sa grandeur, comme d'ailleurs en témoigne Al-Andalus, dont on ne cesse de nous montrer que c'était un véritable paradis, un dialogue des cultures, et qu'à l'époque où l'Europe chrétienne médiévale était plongée dans la violence et l'obscurantisme, eh bien il régnait un climat de paix et de tolérance, et où on s'abreuvait des œuvres d'Aristote. Bon, bref, une civilisation supérieure. Bon, donc, ou bien encore, je vois sur un kiosque le journal Le Nouvel Observateur avait convoqué une vingtaine d'intellectuels, de journalistes, pour commenter la phrase de M. Guéant, et tous, bien sûr, l'avaient dénoncé comme raciste, etc. Bon, 3 mois plus tard, je vois à la vitrine d'un kiosque un numéro spécial du Nouvel Observateur avec comme titre « Les grandes civilisations ». Là, je me dis diable, mais est-ce qu'il peut y avoir de grandes civilisations s'il n'y en a pas de petites ou de plus petites ? Bon, autrement dit, si vous voulez, c'est quelque chose à quoi personne ne croit, qu'il n'y ait pas de différence de valeur entre des civilisations. Sans doute que ces personnes, quand ils disent que toutes les civilisations se valent, c'est sans doute qu'ils estiment que la nôtre, en tout cas, ne valent pas, est inférieure à bien des autres. C'est sans doute ça qu'ils veulent dire. André Perrin, malheureusement, il faut nous séparer. Merci infiniment pour cet entretien.